Dimanche 6 janvier 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Retenez d'abord, comme tous les dimanches, que nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit aujourd'hui du directeur technique national de lutte traditionnelle, Malam Barka Akoda. Malam Barka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Avec lui, vous imaginez sans doute, chers téléspectateurs, nous allons revenir sur la tenue récente à Tillabéri de la 40e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. 2 tiers de près de 1000 Nigériens, plutôt de 1000 Nigériens enquêtés récemment par le réseau des recherches panafricains Afrobaromètre pensent que le Niger est orienté vers la mauvaise direction. La moitié de ces personnes enquêtées décrivent également très mal leurs conditions de vie. Ce sont là donc les résultats de cette enquête conduite par le réseau des recherches panafricains Afrobaromètre sur initiative du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques locales, sur les dynamiques sociales et le développement local, le LASDEL. Je vous propose à cet effet de revenir sur la présentation de ces résultats de l'enquête qui a eu lieu hier au niveau de l'ASDEL avec le reporter Nafissa Yahaya et Chebou Guisso. Selon la plus récente enquête du réseau de recherche panafricain Afrobaromètre au Niger, 2 tiers des Nigériens pensent que le pays est orienté dans la mauvaise direction et la moitié des citoyens décrivent très mal leurs conditions de vie. L'initiative est celle du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL à travers ce réseau et dont la présentation des résultats fait l'objet de la présente cérémonie. Afrobaromètre, c'est une initiative des chercheurs africains qui vise à faire une série d'enquêtes quantitatives pour mettre à la disposition des décideurs, de la société civile, des étudiants, des chercheurs, des informations brutes de terrain pour leur permettre de faire des analyses et des commentaires par rapport à la situation du pays. Et plusieurs points sont touchés. Vous avez suivi, on a parlé de la corruption, mais ce n'est pas la corruption seulement, ça c'est juste une dissémination. Il y a des questions liées à la santé, des questions liées à l'éducation, à la justice, à l'environnement. Vraiment, tous les secteurs de la vie socio-économique du Niger sont investigués. Et c'est des données des Nigériens du plus profond du Niger, parce que vous avez vu, tout le Niger a été concerné, même les zones où citées comme rouges, c'est-à-dire à savoir Difa, le nord de Tillabéri. Toutes ces régions ont été concernées par les enquêtes et au total 1200 Nigériens ont été enquêtés, 600 femmes et 600 hommes pour avoir ces données-là. Les résultats sont vraiment nombreux. Je vous ai dit que tous les secteurs sont concernés, mais on fait 1 ou 2 disséminations. Et là, la première dissémination elle porte sur la corruption et les conditions socio-économiques des Nigériens. Mais si vous partez sur le site www.afrobaromètre.org, vous allez voir que sur le Niger, il y a tellement de données sur les secteurs. Et donc, si vous voulez que je revienne particulièrement sur la dissémination d'aujourd'hui, c'est des questions de conditions de vie. Vous avez vu que les Nigériens les perceptions des Nigériens par rapport à leurs conditions de vie sont assez pessimistes parce que on a plus de la moitié des Nigériens qui pensent qu'ils vivent mal et que les conditions de vie sont défavorables. Le deuxième point, c'est sur la corruption et on a vu plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes et les policiers. Pour rappel, l'Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non partisan présent dans 37 pays d'Afrique qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et les questions connexes en Afrique. Du sport à présent avec l'ouverture ce matin des travaux de l'Assemblée générale élective du club Juvenile Sporting Club de Niamey. C'est un club de 2e division. Il s'agira essentiellement au cours des travaux de cette Assemblée générale de renouveler l'instance dirigeante de ce club. Le résumé de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette Assemblée générale du Juvenile Sporting Club de Niamey avec nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofou. Le bureau du club de 2e division, le Juvenile Sportive Club, verra son bureau renouvelé au cours de cette présente assise et présenter également un bilan. Occasion pour le président sortant de demander à la fédération de plus de soutien financier et technique pour un meilleur football au Niger. Les clubs de 2e division que nous sommes
rencontre de nombreuses difficultés en dépit des efforts très insuffisants fournis par la FENIFOOT. Ces difficultés sont d'ordre financier, organisationnel, que sais-je encore. C'est là le lieu d'encourager la Fédération nigérienne de football à investir davantage dans ces pépinières de football inférieur pour permettre à notre pays de disposer d'une équipe nationale solide, pouvant porter à l'image des autres nations les talents sur le marché du football mondial. Pour Abdelkader Dambadjo, le renouvellement de ces bureaux répond aux attentes de la Ligue régionale. C'est très salutaire parce que ça fait partie de notre programme que tous les clubs qui ne sont pas à jour de se mettre à jour. Parce que ça ne sert à rien, tu critiques les gens alors que toi tu n'es pas à jour. Et vraiment de suivre cet exemple-là. Et je suis très fier d'attendre que le président disait que vraiment ils ont beaucoup d'ambition. Et donc ça nous fera beaucoup plaisir de voir les clubs de Niamey, les deuxième division de la région de Niamey, que tout le monde est ambitieux. Ça nous permet de faire un grand championnat qu'on va beaucoup relever le défi. Et nous voulons que ces élections passent dans la transparence et toute personne qui gagne, c'est le club juvénile qui gagne. À cette assise, il a été demandé à toute la population à une participation active lors de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans que le Niger accueillera à partir du 2 février prochain. Sport football, toujours avec cette formation d'évaluation physique et technique des nouveaux arbitres de la Ligue de Niamey qui se tient depuis ce matin, une initiative de la Commission centrale d'arbitrage de la FENIFOOT, la Fédération nigérienne donc de football. Ces nouveaux arbitres ont en effet été formés il y a un an de cela et la Commission a décidé à travers cette formation de ce matin de les évaluer donc sur le plan physique et technique. Je vous propose à cet effet de suivre les explications du président de cette commission, M. Ibrahim Atama. Nous sommes effectivement ce matin au stade Nasser Kounché. Je vous rappelle que la semaine passée aussi, on était là avec les arbitres de l'intérieur et de Niamey qui sont destinés à officier les matchs de la Ligue nationale. Ce matin, nous sommes au stade Nasser Kounché, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de la poursuite de nos activités d'évaluation physique des arbitres. Ce matin, nous avons donc ce qui concerne, comme je l'ai annoncé il y a 2 semaines, les arbitres de Niamey. Ça concerne essentiellement les arbitres de Niamey, les nouveaux arbitres qu'on avait formés il y a juste une année. Nous sommes en train de les évaluer physiquement, voir leur niveau physique, à peu près à quoi on peut s'attendre, et puis voir dans la mesure du possible ceux parmi eux qu'on pourrait utiliser éventuellement sur la Ligue nationale. C'est des arbitres en fait qui ont un niveau intermédiaire et comme je l'ai dit, s'il y en a qui s'affirment dès maintenant, qui peuvent avoir la capacité d'arbitrer en plus même de la Ligue nationale, la Super League, nous allons les utiliser. C'est dans ce cadre que j'ai dit que nous sommes là pour les évaluer physiquement d'abord. Maintenant, au fur et à mesure des matchs que ils vont délivrer sur le plan national, sur la Ligue nationale, et nous allons les évaluer aussi techniquement, voir leur niveau et éventuellement voir s'ils peuvent être des arbitres qui vont venir en renfort au niveau de la Super League. Vous voyez, avec nous aujourd'hui, on a une 60aine d'arbitres qui sont là. Ils étaient 80 qui étaient formés l'année dernière. Nous avons encore 60 qui sont encore dans le groupe. C'est déjà bien. C'est la première fois qu'on a un groupe assez costaud de cette manière. Et nous allons continuer à travailler avec eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons mettre l'accent en tout cas sur leur performance physique et technique pour que vraiment, au bout de 2 ans, qu'ils puissent avoir au moins un niveau fédéral. Les filles, bien sûr, c'était l'occasion. On en a parlé la dernière fois aussi. Nous avons aujourd'hui une satisfaction très très grande. Nous avons pu mettre sur la liste internationale de la FIFA, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, 4 filles. Et c'est la première fois que le Niger arrive à aligner 4 arbitres féminins sur le plan international. C'est vrai, nous avons connu les propos de Halima qui était seule et ça l'a handicapée parce qu'elle était seule, elle n'a pas eu de match sur le plan international. Mais cette fois-ci, quand même, avec les efforts de la fédération, nous avons quand même pu mettre sur la liste internationale 4 filles qui vont émerger cette année et qui seront appelées à représenter le Niger sur le plan international.
Voilà, nous allons toujours rester dans le domaine du sport puisque notre invité du jour est aussi du secteur du sport au Niger. Il s'agit notamment, comme je le disais, de Malam Barka Koda, c'est le directeur technique national de lutte traditionnelle. Monsieur Barka, bonsoir encore. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté de venir sur ce plateau nous parler de la tenue du 25 décembre 2018 au 3 janvier 2019 de la 40e édition donc du sabre national, le championnat national de lutte traditionnelle. Les lampions de cette édition se sont éteints, donc comme je l'ai dit, le 3 janvier dernier avec le sacre de la région de Dosso qui a remporté le sabre à travers son jeune lutteur Kadri Abou Isaka, mais aussi toutes les autres places de cette finale, puisqu'il y avait 4 lutteurs de la région de Dosso qui étaient dans le carré final. Alors, première question, vous en tant que directeur technique national, si vous devez tirer un bilan sur le plan technique de cette 40e édition, quel sera ce bilan? Le bilan, comme vous l'avez constaté, je me fais tirer un bilan positif, même très positif. L'UTT la 6e journée, ratée avec 2 équipes que vous connaissez très bien. On allait avoir des meilleures éditions nationales. Et même maintenant, donc, on peut cette édition, la 40e édition donc, de Tilaberi 2018, on peut la qualifier de meilleure par rapport à quelques années précédentes, quoi. Donc, pour revenir, qu'est-ce qui a permis d'avoir ces résultats qui sont vraiment très positifs chez nous sur plusieurs plans? Et d'abord, comme je l'avais dit il y a quelques jours sur les antennes de la Bari et autres radios, et la réussite de ces tournois dépend aussi des préparatifs à la base. Et si vous voyez cette année, les autorités régionales, communales, départementales, les chefs traditionnels et les responsables des ligues régionales ont mis le paquet pour tenir leur éliminatoire dans un délai raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entraîneurs ont eu tout le temps d'avoir un temps assez long, parce que c'est ça l'essentiel, dans la mise au vert qui va permettre de préparer les lutteurs sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan technico-tactique, psychologique, et aussi permettre aux entraîneurs d'inculquer aux nouveaux lutteurs le code de la lutte. Ce qui a évité, et c'est qu'on a l'habitude de voir pendant un combat, quelqu'un qui se fait terrasser, il se lève en train de regarder à gauche, à droite. Il ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il ignore le règlement. Mais cette année, Dieu merci, les régions ont mis le paquet, et ce qui a permis d'avoir des gens en face des arbitres qui connaissent aussi les règlements. Dès qu'il y a chute, ils le savent. Nous, qu'il y ait quelques réclamations fantaisistes, comme vous l'avez vu. Et le nouveau des combats aussi. Je vous avoue, de la première journée à la 6e journée, on a assisté, à la fin de la 5e journée, on a assisté à des combats techniquement, vraiment que nous pouvons évaluer techniquement satisfaisant, les résultats de ces performances. Donc, ce qui a permis aussi à la direction technique, à travers ses entraîneurs nationaux, de bien suivre les lutteurs pour une meilleure sélection. Parce que qu'est-ce qui casse la présélection nationale chaque fois? C'est les combats truqués. Et les éditions précédentes, dès la 2e journée, c'est fini. Il n'y a plus de lutte.
c'est des chantages, on ne peut même pas, je ne sais pas de quoi qualifier ça. Il n'y a pas de combat qui permette à nos entraîneurs vraiment de faire une vraie sélection. Il y a aussi un aspect, ça c'est l'aspect temps, préparation à la base, qu'on peut qualifier cette préparation très satisfaisante pour nous, parce que ça nous a permis de voir beaucoup de choses et de faire une bonne présélection. Et maintenant, pendant le tournoi, ou bien la compétition, et nous avons remarqué une chose. Et cette chose aussi a donné des résultats à presque 3 niveaux, même si le dernier niveau n'est pas très important. Mais le temps de combat qu'on a diminué. Les gens qui viennent en 10 minutes de combat, 20 minutes de combat en train de se regarder, en train de s'attraper les doigts. Et la réduction a permis de nous conformer aux normes qui sont aux compétitions qui sont liées aux compétitions internationales, continentales et même zonales. Vous voyez, avant nous évaluons nos lutteurs à partir de 20 minutes face à face, c'est regarde, pour les présélectionner, pour aller à des compétitions de 3 minutes de combat seulement. Mais maintenant, vraiment, ces 5 minutes-là nous ont rapproché du temps réel pour les compétitions internationales. Tous les lutteurs observés pendant la compétition du sabre ont été évalués par rapport à un temps qui est minime, qui s'approche des temps à l'international et continental. Tout ça. Ça, c'est un des points de gagner. Oui. Et l'autre point, les lutteurs, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils se sont vraiment livrés à des combats de qualité pour finir, surtout quelqu'un qui n'est pas tombé. Et que de l'autre côté, on a beaucoup insisté sur la commission combat truqué qui est là en train de le voir. Donc si je reste, moi qui n'ai pas tombé ou bien quelque chose, vraiment je ne peux pas, le temps va aller à sa fin et je serai battu comme ça sans réagir. Le deuxième temps, je disais qu'il n'est pas important. La troisième situation, c'est les temps. Vous voyez, on finit nos combats à quelle heure? 11h et quelques. Avant midi parfois. Nous étions quelques réclamations qui nous retardent. Ou bien avant 19h, tout ça là, tout est fini. 18h et quelques, on a tout fini. Quelle qu'en soit la situation. Voilà. Vous voyez, les gens commencent à comprendre. Maintenant, nos lutteurs commencent à comprendre que le temps là est précieux. Le temps là est long même pour eux, pour leur santé. Donc on va voir ce qui va venir après. Voilà sur le plan réglementaire, donc du code, sur le plan technique, à quoi nous sommes affrontés cette année. C'est tout ça là qui a donné, si je peux le dire, une meilleure édition. Une édition vraiment une des meilleures. Ok. Alors, vous avez parlé de réformes, vous avez également parlé de quelques ratés. On va peut-être revenir de façon vraiment très brève sur ces quelques ratés. Vous avez notamment parlé de cette 6e journée avec la rencontre entre la région de Tawa et d'Osso, qui a eu donc, et c'est là-bas que les choses ont commencé à un peu monter, si on peut le dire, avec cette histoire de combat truqué. Mais beaucoup voient en cela, à travers ces réformes, une sorte de dénaturation même de la lutte traditionnelle au Niger, telle qu'on la connaissait bien avant. C'est vrai qu'il faut être dans le mouvement, il faut être au fait des normes internationales, mais est-ce que tout cela ne dénature pas finalement aussi notre lutte? Non. Non. Il n'y a rien qui dénature la lutte traditionnelle du Niger par rapport à son règlement. Les précédentes éditions, qu'est-ce qu'on a changé? C'est seulement le temps. Rien n'a changé. Et par rapport au mot traditionnel, le code n'a pas porté atteinte à nos valeurs traditionnelles. Pourtant, il les a même sauvegardées. Dans le préambule
On dit que quelle qu'en soit l'orientation qu'on va donner à la lutte, essayons de garder ces valeurs culturelles, communautaires et tout. C'est pour cela. Est-ce qu'on a enlevé le walki? Non. Est-ce qu'on a enlevé le bantier? Non. Les gris-gris? Non. Est-ce qu'on a enlevé les rituels des lutteurs? Est-ce qu'on a enlevé les Gundua, Kazagi, Tchale et autres qui accompagnent la lutte? Oui, mais quand on met deux lutteurs dans un temps où il faut obligatoirement que l'un ou l'autre terrasse l'autre, ça sort un peu de la tradition quand même, puisque traditionnellement, quand les gens luttent, c'est jusqu'à ce que quelqu'un chute. Par exemple, le fait qu'on dise que parce que vous avez épuisé votre temps, vous êtes tous des vaincus. Mais même dans la tradition, s'il vous plaît, ils ne vont pas passer toute la nuit ou bien un mois en train de lutter. Il y a un temps limite qui n'est pas limité par des chronos et autres. Mais si vous voulez une évolution, j'ai dit que l'évolution là, c'est la lutte traditionnelle du Niger là, qui est la base de la lutte africaine dans son ensemble, parce que c'est le code de la lutte du Niger élaboré en 1975 qui a permis de faire le tour de l'Afrique et d'élaborer le code de la lutte africaine, dont le premier championnat a eu lieu ici même à Niamey en 1995, à peu près 20 ans après. Et la base de ce code, c'est le code de la lutte du Niger. Donc, l'évolution n'a rien attaché à la valeur traditionnelle. Même le préambule du code de la lutte africaine dit que quand tu prends le préambule du code de la lutte africaine, les phrases n'ont pas changé par rapport à la sauvegarde de nos valeurs traditionnelles, culturelles, parce que quand tu vois le Bénin qui vient, il vient avec sa tenue traditionnelle de sa société traditionnelle. Quand tu vois le Sénégal, ils font leur tradition, leur rituel. Nous, les Nigériens, on vient avec nos welki et tout. La lutte, donc en un mot, la lutte a fortement évolué. La lutte a traversé les frontières du Niger, de l'Afrique, intégré le sport dans sa vraie valeur, même à l'international, à travers les Jeux de la francophonie, les Jeux de la CEDEAO et tout ça là, tout en sauvegardant ses valeurs traditionnelles. Oui, mais par exemple sur le cas des combats truqués, cette commission qui se charge de surveiller ces combats truqués, quels sont les critères pour dire qu'un combat est truqué? Et les critères, c'est pour cela. Quand vous voyez la composition des membres de la commission des combats truqués, il n'y a que le président qui n'est pas un ancien lutteur. Ces anciens lutteurs-là, issus des 8 régions, dès que tu mets pied dans l'arène, de par ta démarche et de par même ton regard, ils savent que si tu es venu tout lutter ou bien pour amuser les gens. Et surtout dans les combats, ils connaissent les prises. Une prise que tu as lâchée exprès, ils connaissent. Et c'est pour cela, les critères, ils se réunissent pour définir les critères entre eux-mêmes et juger les combats, parce que tous c'est des fins techniciens qu'on a pris de la matière. Oui, puisque vous êtes le directeur technique, dites-nous quelques-unes de ces critères. Je suppose que vous les connaissez. Les critères, d'abord, il y a l'engagement physique du lutteur. Et un autre critère très important, c'est après, par exemple, un ramassement de jambes, comment l'autre est parti au sol. On comprend, même pas si on n'est pas directeur technique, même un simple passant dit s'il voit une lutte où l'autre a pris une jambe et qu'ils se sont amusés seulement pour amuser les gens, on le connaît. Donc voilà à peu près deux critères. D'abord l'engagement physique de ceci, et les combats sont, il attrape la jambe, il lâche, et on sait que, on connaît tous les lutteurs, on connaît leur manière de lutter. C'est ça aussi la valeur de l'appréciation sur les lutteurs. Alors, l'autre chose aussi que l'on ne comprend pas, en tout cas que beaucoup ne comprennent pas, on a comme l'impression que quand on arrive à la phase finale, c'est-à-dire qu'après les compétitions entre régions, certaines dispositions sont plus ou moins mises de côté. Par exemple, est-ce que dans la phase finale, pourquoi on n'avertit pas par exemple un lutteur en phase finale? Pourquoi on ne détermine pas qu'il y a combat truqué par exemple pour le cas de cette édition de 2018?
2018-2019, par exemple, les 4 lutteurs de Dosso qui sont retrouvés dans le carré final, on a plus ou moins assisté à ce genre de combat. C'était plus ou moins les uns se sont donné la victoire, quoi. C'est ce que beaucoup. Pourquoi on n'applique pas cela aussi bien dans la phase de compétition régionale, enfin, entre les régions que dans la phase finale? Et tu sais, peut-être que c'est toi qui ne comprends pas, mais les gens comprennent. Et vous voyez, à un certain niveau, la première phase de la compétition, c'est là le vrai sport entre individus. Mais quand on rentre dans la deuxième phase, il y a certes le sport, mais il y a aussi autre chose qui interviennent. Tu vois, la valeur de sa région, un lutteur, parce que les gens ferment les yeux même devant le règlement. On a appliqué, tu penses que tu as tout à fait raison. À la CEDEAO, nous, on ne badine pas, hein, quel que soit le niveau de la compétition, en finale, il y a des avertissements, tout ça là. Mais ici, c'est pas qu'il n'y a pas d'avertissement. Il y a bel et bien d'avertissement, mais c'est pour les situations qui font qu'on donne les avertissements là-bas. Mais quand c'est fait sciemment, frapper par exemple quelqu'un, gifler quelqu'un, mais pour la non-combativité, on ne peut pas donner un avertissement ici, parce que si seulement vous fuyez délibérément, comme le cas de 2013, là on peut dire c'est une faute grave, on peut donner un avertissement. Mais pour 2 combattants, où chacun cherche le sabre, pour des combats, pour la non-combativité, même toi tu ne vas pas donner d'avertissement pour terrasser un lutteur de Difa, où toute la population de Difa a fait le déplacement pour venir à Tillabéri. Oui, mais puisque ce sont des règles qu'on a prédéfinies. Oui, c'est des règles, mais des règles, il faut voir aussi la valeur qui n'est pas sur le plan politique, sur le plan social. Cette cohésion-là, il faut la sauvegarder. Est-ce que pour le cas des 4 lutteurs de Dosso, vous avez pas eu l'impression qu'il y a eu trucage? Pour moi, il n'y a pas de trucage. Chacun est venu chercher le sabre, hein, et chacun va avec le sabre chez lui. Et donc, il y a avertissement, mais pour faute grave. C'est pour revenir là-dessus. Pour moi, c'est les combats de la deuxième phase, si on peut l'appeler ainsi. Les phases finales, quart de finale, demi-finale, sont des combats réels pour moi en tant que technicien et organisateur. Ok, merci. Et je rappelle aussi, vous avez évoqué dans votre intervention le fait que la lutte soit retenue au niveau des Jeux de la francophonie, que vous êtes un délégué technique international donc de lutte pour ces Jeux de la francophonie qui vont se dérouler en 2021. Je l'annonce donc en 2021, et on va parler de ça de façon très brève. En quoi consiste votre rôle en tant que délégué technique à ces Jeux de la francophonie qui vont se dérouler en 2021? Oui, merci donc pour cette question importante. Oui, c'est en juillet donc j'ai été reconfirmé comme délégué technique par la Fédération internationale auprès du CIJF, le comité international des Jeux de la francophonie, comme délégué technique qui a en charge la qualification des équipes, l'élaboration d'abord des règles de la compétition, en se conformant sur la base des règles générales des Jeux de la francophonie. Le délégué technique élabore le code de la lutte aux Jeux de la francophonie et il valide pour qualifier tous les pays qui doivent être qualifiés pour les Jeux, parce que tous les dossiers passent par le délégué technique. Il donne son appréciation, il vérifie les âges conformément au règlement et il fait passer. Le délégué technique a validé le site dans le pays des Jeux, par exemple au Canada. Il faut que le délégué technique valide le site de la lutte, hein? Et il gère aussi la compétition pour donner les résultats et les médailles. Tout ça là, c'est le délégué technique qui fait au nom de la Fédération internationale chez nous qui est UWW. Même si tu envoies un pays, envoie un dossier d'inscription de la lutte africaine au niveau de l'United World Wrestling à l'international, il faut que ça revienne
au délégué technique qui vérifie, qui valide et c'est fini. Voilà. On souhaite en tout cas bonne chance et beaucoup de courage, et tout cela est le fruit un peu, on va dire, de votre engagement dans cette discipline de la lutte traditionnelle. On vous a connu depuis longtemps dans cela, et cela vous a valu d'être décoré justement à cette 40e édition du Sabre national. La médaille est là pour nos téléspectateurs de la voir. Peut-être c'est l'occasion pour vous de remercier. Vous avez été donc décoré comme étant chevalier de l'Ordre national du mérite. Merci. Donc, c'est une promesse au plus haut niveau. Et la promesse est tenue. On dit à Hausa, Al-Kawali, et il n'y a pas mieux que ça à travers le monde. Tout ce qu'on va te donner, ça, et pour cela, je profite d'abord pour remercier très objectivement son Excellence le Président de la République, Alhaji Issou Mohamedou, le Premier ministre Brigitte Lafini, et chef du gouvernement du Niger, le ministre de la Jeunesse, des Sports Kassom Mokhtar, les membres de notre CNG et les différentes ligues, districts et clubs, et l'ensemble des lutteurs et encadreurs, entraîneurs, mes collaborateurs à la direction technique et l'ensemble du peuple nigérien pour cette distinction. Vraiment, je ne sais pas, ma fierté va au-delà de ce que les gens pensent pour vraiment cette distinction qui m'a valu même des appels de l'étranger partout, et à la Fédération internationale de Dakar, d'Abidjan, partout les gens ont bien suivi, et je ne peux dire que merci à tous mes collaborateurs, merci à toute la population du Niger, à tous les lutteurs griots, Tchalé, qui m'ont toujours épaulé dans ce cadre de travail jusqu'à ce que nos autorités au plus haut niveau, que je remercie très vivement. Merci. Nous aussi, nous disons merci d'être passé sur ce plateau. Malam Barka Koda, le directeur technique national de lutte traditionnelle, avec qui nous avons donc parlé de cette 40e édition du Sabre national qui s'est tenue du 25 décembre 2018 au 3 janvier 2019 dans la région du fleuve Tillabéri. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à présenter cette édition. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.